Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 2 de la fiche de TD numéro 4 concernant les graphes. Alors, étant donné le graphe suivant, qui est orienté évalué à poids strictement positif, la première question consiste à décrire les états de la file dans le cadre du parcours du graphe en largeur, à partir du sommet 1. Ensuite, décrire les états de la pile dans le cadre d'un parcours du graphe en profondeur à partir du sommet 1 également. Troisième question, appliquer l'algorithme de Dijkstra pour trouver le plus court chemin du sommet 1 vers les autres sommets. Et puis la quatrième et dernière question, en considérant un graphe orienté représenté sous forme de ligne chaînée d'adjacence, écrire une fonction qui permet de tester si un sommet donné en paramètre est isolé. Donc nous avons le graphe qui est donné sous forme de liste d'adjacence que j'ai tracé ici. Juste que en fait si on veut calculer sa densité, on va vite se rendre compte que c'est un graphe qui est de faible densité, hein, on sait le faire. Donc là on a un graphe de densité 30%, donc c'est en fait que déduire que la représentation la plus adéquate c'est la représentation par les listes d'adjacence. Autrement, si on utilisait une matrice d'adjacence, on aurait une matrice creuse. Et donc là, je mémorise les successeurs de chaque sommet pour pouvoir travailler. Donc le sommet 1, il en a 4. Le sommet 2 n'a pas de successeur. Et puis le sommet 3, il en a 3. Le sommet 4, il en a 2. Et puis le sommet 5 n'a pas de successeur, mais en plus, il n'a pas de prédécesseur non plus. Donc 5 est un sommet isolé. Et le sommet 6, il en a 2. Voilà, très bien que dans le graphe, que le sommet 5 est bien, bel et bien un sommet isolé. Et d'ailleurs, ça se voit ici, il n'a pas de successeur, voilà, et il n'est nulle part dans les listes chaînées ici, on ne retrouvera pas 5, donc il n'a non plus, il n'a pas du tout aussi de prédécesseur. Voilà, on voit bien que le 5 ne figure pas parmi les successeurs d'un sommet. Voilà. Donc c'est un sommet isolé. Alors le but de cet exercice c'est d'appliquer les parcours, le parcours en largeur et le parcours en profondeur. Alors rappelons que le parcours en largeur, le principe consiste à utiliser une file, hein, premier entrée qui est le premier sorti, hein, first in, first out. Alors le principe c'est d'initialiser la file à fil vide, marquer le sommet de départ S et l'enfiler et répéter, défiler le sommet pour empiler ces successeurs qui ne sont pas marqués. On refait le même processus jusqu'à ce que la file devienne vide, jusqu'à épuisement de la file. Maintenant, c'est exactement le même parcours que dans les graphes, le parcours en largeur des arbres, pardon. C'est le même parcours qu'on a vu, le parcours en largeur dans les arbres. Alors, on enfile le sommet, hein, puis on le défile tout de suite pour enfiler ses successeurs. On enfile le sommet, on le défile tout de suite pour enfiler ses successeurs. C'est ce qu'on refait jusqu'à ce qu'on ait une file vide. Alors, je rappelle pour les arbres, alors c'est le parcours par niveau en fait. Je prends le premier sommet, je parcours ses successeurs, je refais la même chose avec le sommet, le premier successeur, je parcours ses successeurs, etc. Voilà. Donc, appliquons ce parcours à notre graphe. Alors, nous avons la file qui est initialisée à une file vide. Et là, on va mettre les sommets marqués. Là, j'ai juste mémorisé les successeurs de chaque sommet. Alors, commençons par prendre le départ à partir du sommet 1. Alors, j'enfile le 1. Et j'enfile le 1 et je le marque. Maintenant, une fois qu'il est enfilé, je le défile tout de suite. Ce que je mets en rond rouge là, c'est le défilement. C'est-à-dire je le défile. Il sort de la file. Il est devant la porte de sortie, il va sortir. Il sort pour que j'enfile ses successeurs. Il en a combien? Il a 2 comme successeurs. Il a lui-même aussi. Lui-même, il est déjà marqué. Donc, il a le 2, il a le 3, il a le 4. Donc, je les enfile. Voilà. Je les enfile et je les marque. Qui est-ce qui est devant la porte de sortie? Maintenant, c'est le 2. Alors, est-ce que de 2, j'ai un successeur
de 2, je peux aller quelque part, que j'ai un successeur à 2. Là, je vois que je n'ai nulle part où aller. Hein. Il sera défilé, bien sûr, pour faire entrer ses successeurs. Il sera défilé, finalement, pour ne rien faire entrer parce qu'il n'a pas de successeur. Donc, il est tout simplement défilé. Voilà. Maintenant, qui est-ce qui va se retrouver, théoriquement, qui est-ce qui va se retrouver devant la porte de sortie une fois que 2 a été défilé? C'est 3. Je vais avoir 3 devant la porte de sortie. 3 va être défilé pour que je puisse enfiler tous ces successeurs qui sont marqués. Donc, si je l'encadre, c'est pour montrer qu'il a été défilé. Alors, ces successeurs, les successeurs de 3. Alors, de 3, je peux aller à 6. Et 6 n'est pas marqué encore. Donc, j'enfile le 6. Je vais me retrouver avec 4, 6. Voilà. Je vais, bien sûr, je l'ai marqué, hein, 4, 6. Voilà. Et donc, 4, 6. Et je vais voir, normalement, alors, puisque j'ai enfilé le 6, je dois défiler celui qui va se retrouver devant la porte de sortie, qui sera 4 en fait, pour faire rentrer les successeurs de 4. Alors, de 4, hein, je vais le marquer ici, enfin je vais le défiler, ce que j'entoure c'est pour montrer qu'il est défilé, pour voir si j'ai des successeurs à enfiler de 4. Alors le successeur de 4 c'est 6, mais 6 c'est déjà normalement marqué en fait. Ah, ben, j'ai oublié de vous montrer qu'il est déjà marqué. Voilà, donc 4, à partir de 4 je n'ai nulle part où aller. Hein, ils sont tous marqués. Hein. 6 c'est marqué, donc je n'ai nulle part où aller. Donc, il a été défilé pour ne rien enfiler finalement. Hein. Qui est-ce qui va se retrouver devant la porte de sortie? C'est 6. Voilà, 6 est devant la porte de sortie. Alors, il va être défilé pour que je puisse encore enfiler ses successeurs à lui. Alors, je le marque aussi. Hein. Et là, si je le défile, est-ce qu'il a des successeurs qui ne sont pas marqués? Oui, il a un successeur, c'est 1. Mais 1 est déjà marqué. Donc, comme je n'ai pas de successeur à enfiler, les successeurs de 6 à enfiler, il a été tout simplement défilé sans pouvoir rien enfiler. Et donc, je vais me retrouver avec une file vide. Voilà. Le parcours, c'est l'ordre de défilement des sommets. Là, ce que j'ai entouré en rouge, c'est le défilement. Donc, le parcours, c'est 1, 2, 3, 4, 6. Voilà. Donc, et si je prends le départ à partir du sommet 5, au lieu de 1, alors je vais commencer par enfiler 5, j'enfile le 5, et je le défile tout de suite pour enfiler ses successeurs. Quand il sera défilé, hein, il est marqué et défilé, parce qu'il est devant la porte de sortie. Alors, est-ce qu'il a des successeurs que je pourrais enfiler? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça veut dire qu'il a été défilé sans pouvoir enfiler de successeurs en plus. On voit bien qu'il n'a pas de successeur ni de prédécesseur. Hein. D'accord, c'est un sommet isolé. Donc, on va retomber tout de suite sur une file vide. Voilà. Donc, si je parcours à partir de 1, je vais avoir ce parcours-là, hein, l'ordre de défilement, 1, 2, 3, 4, 6. Et si je parcours à partir de 5, je vais avoir juste 5. Voilà. Je n'ai nulle part où aller, mis à part rester sur le sommet 5. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce parcours en largeur me permet d'avoir des chemins de longueur 0, des chemins de longueur 2, des chemins de longueur 3, etc. Et me permet aussi de détecter les composantes connexes. Là, on voit bien que le graphe n'est pas connexe, parce qu'en fait, je n'ai pas pu avoir un arbre couvrant, parce que le fait d'avoir tous les sommets dans mon parcours veut dire que j'ai un arbre couvrant de mon graphe. Là, en partant de 1, je n'ai pas pu aborder le sommet 5. Et donc là, j'ai un graphe avec 2 composantes connexes. Vous voyez, on a 2 fois une file vide ici. On a 2 composantes connexes. C'est un graphe qui n'est pas connexe. Donc, on peut aussi appliquer le parcours en profondeur. Alors, le parcours en profondeur, c'est d'aller en profondeur du graphe, c'est-à-dire d'aller de successeur en successeur. Et rebrousser chemin, revenir en arrière dès qu'on n'a plus où aller. On revient en arrière pour voir si on peut se diriger sur un autre sommet en revenant en arrière. Donc, le principe consiste à utiliser une pile. Et vous savez que le principe de pile, c'est le dernier rentré qui est le premier sorti. Hein? Donc, on agit au niveau du sommet. On empile à partir du sommet, on dépile à partir
du sommet de pile. Donc, le principe, c'est d'initialiser la pile vide, marquer le sommet de départ, empiler le sommet, et tant qu'il a un succès sur ce sommet de pile, l'empiler et le marquer. Ensuite, une fois qu'on aura empilé tous les successeurs, on va dire successeur du successeur du successeur, et dès qu'on n'arrive plus à avancer en profondeur, on dépile le sommet et on revient en arrière, c'est-à-dire on refait le même principe en revenant en arrière. Voilà. Donc la complexité des deux parcours, on a vu en cours que c'est O de M, et ça se voit en fait, parce qu'à chaque fois on va empiler le demi-degré extérieur de chaque sommet. Maintenant, si on a tous les sommets dans le parcours, on aura tous les arcs en fait. Hein, on aura une complexité en O de N. Pareil pour la file, le parcours en largeur. Donc à chaque fois, on enfile le demi-degré extérieur d'un sommet. Et si on arrive à avoir tous les sommets du graphe, là, on aura une complexité en O de N. Maintenant, je rappelle que le parcours en profondeur, c'est en fait aller en profondeur. Donc là, par exemple, je commence à... Là, on est dans le cas des arbres, c'est la même chose. Alors je descends, je descends, je descends. Dès que je n'arrive pas à avancer, je reviens en arrière pour voir si à partir de ce sommet-là, je peux aller ailleurs. Là, je ne peux pas. Je remonte en arrière pour voir si je peux me diriger. Oui, je peux me diriger ici. Donc, je descends. Et puis, comme je n'ai plus nulle part où aller, c'est un cul-de-sac. Je n'arrive pas à avancer. Je reviens encore en arrière. Voilà, pour voir si je peux encore avancer. Oui, je peux avancer. Donc, je descends encore tant que je peux descendre. Et voilà. Donc ici, je vais l'appliquer pour notre graphe. Alors, nous avons une pile, on va initialiser une pile vide. Et puis là, nous avons les sommets marqués. Alors, je commence mon exploration à partir du sommet de départ qui est 1. Alors, j'empile le 1. Et rappelez-vous, dans cet algorithme, c'est que celui qui est devant la porte de sortie, c'est lui qui sort. Voilà, c'est lui qui sera dépilé. Alors, j'empile le 1 et je vais voir ici, en empilant le 1, alors je vais voir s'il y a un successeur à 1. Le successeur de 1, c'est 2. Donc j'empile le 2. Donc j'avance, c'est-à-dire j'avance dans mon graphe. J'avance. Mais au niveau de 2, je vais voir s'il y a un successeur à 2. Pour continuer à aller en profondeur. Là, il n'y a rien. Donc quand il n'y a rien, je suis arrivé à un cul-de-sac, je n'avance plus. Je dépile le sommet qui m'a permis de tomber sur un cul-de-sac. Donc c'est le 2 qui sera dépilé. Ce n'est plus devant la porte de sortie. Hein, c'est le principe de la file, la porte de sortie. Mais ici, c'est celui qui me permet de tomber. Qui grâce à lui, je vais être sur un cul-de-sac, je ne pourrai plus avancer, qui sera dépilé. Maintenant, c'est 2 qui sera dépilé. Pour revenir en arrière, je rebrousse chemin. Je fais une marche arrière, je reviens sur le sommet 1. Je reviens sur le sommet 1. Voilà. Ce que j'entoure ici, c'est ce qui a été dépilé. Je reviens sur le sommet 1 pour voir si je peux me diriger ailleurs. Oui, je peux me diriger ailleurs. J'ai un successeur à 1 encore, qui est 3. Donc, j'empile le 3. Voilà. Et est-ce que de 3, je peux encore avancer? Oui, je peux encore avancer. Je peux encore avancer. Je peux aller donc à 6. Voilà. Donc, j'empile le 6. Je n'ai fait aucun dépilement. Hein. J'empile. Le 6, est-ce que je peux avancer? Non, je ne peux plus aller nulle part. Hein, je ne peux pas aller nulle part parce que je suis sur un cul-de-sac et là, je dépile. Cul-de-sac, je dépile. Je dépile pour rebrousser chemin, revenir en arrière. Je reviens sur mon chemin. Je vais revenir à 3 pour voir si je peux aller quelque part à partir de 3. Donc, le fait de rebrousser chemin, ça veut dire que 6 va être dépilé. Et donc, je vais retomber sur 3. Hein, 3 pour voir si je peux me diriger. Et je vois qu'à partir de 3, je n'ai nulle part où aller. Donc, comme je n'ai nulle part où aller, je suis sur un cul-de-sac, je dépile le 3. Pour revenir en arrière sur mon chemin, là, je reviens au 1. Voilà. Je reviens au 1, ici, pour voir si je peux aller quelque part à partir de 1. Oui, je peux aller quelque part à partir de 1. Donc, je peux aller à 4. Bien sûr, je n'oublie pas de marquer mes sommets. Hein. Alors, je peux aller à 4, donc 4 va être empilé. Est-ce que de 4, je peux aller en profondeur? Normalement, je peux aller à 6.
Mais 6 c'est déjà marqué, hein. 6 c'est déjà marqué. Donc 4 est marqué, 6 est marqué. Mais comme je ne peux aller nulle part, donc un cul-de-sac ici, au niveau de 4, il sera dépilé. Le 4 sera dépilé. Je rebrousse encore chemin. Hein, je l'ai dépilé pour rebrousser chemin. Je reviens sur le 1. Est-ce qu'à partir de 1, je peux encore me diriger ailleurs sur un sommet qui n'est pas encore marqué? Non. Et donc, je vais me retrouver avec une pile vide. Hein, bien sûr. Donc, une fois que j'aurai donc tout dépilé, hein, me retrouver avec une pile vide, le chemin, on va dire le parcours, mon parcours, ça sera les sommets qui ont été dépilés dans l'ordre de dépilement. Donc, j'aurai 2, 6, 3, 4, 1. Maintenant, ça, si je prends mon départ à partir de 1. Maintenant, si je prends mon départ à partir de 5, là, je n'ai qu'à empiler, marquer 5. Voilà, je l'empile et je le marque. Maintenant, est-ce qu'il a un successeur pour que je puisse l'empiler, avancer encore en profondeur? Il n'y a rien. Je ne peux pas avancer. C'est déjà un cul-de-sac. Je suis sur un cul-de-sac, je ne peux pas avancer. Donc, il sera dépilé. Dépilé, je vais me retrouver encore sur une pile vide. Là, vous voyez qu'il y a deux composantes connexes. Le 5 ne peut pas être abordé à partir de 1. Et à partir de 5, si je prends mon départ à partir de 5, je ne peux aborder aucun des autres sommets. Voilà. Donc là, l'ordre ou le parcours, c'est en fait ce parcours-là. 2, 6, 3, 4, 1. Et puis si je prends mon départ à partir de 5, ce sera que 5. Voilà. Donc l'algorithme du parcours en profondeur nous permet aussi de détecter le nombre de composantes connexes. Le graphe est connexe, ça veut dire que je vais avoir un arbre couvrant. Donc si j'ai tous les sommets dans mon parcours, ça veut dire que c'est un arbre couvrant. J'aurai facilement un arbre couvrant du graphe. Maintenant, si là, ça se voit très bien que le graphe n'est pas connexe. Voilà. Donc, pour l'algorithme de Dijkstra, je rappelle aussi que cet algorithme, il est appliqué pour les graphes à valuation strictement positive. Et le principe consiste à construire deux tableaux, deux vecteurs. Un vecteur des distances minimales, qu'on appelle V ici, et puis le vecteur des chemins, path en anglais. Et donc, je rappelle l'algorithme ici. Voilà. Donc, d'abord, initialiser le tableau des distances ou des coûts à plus l'infini. Initialiser le tableau des chemins P à 0. Poser le V du sommet, c'est 0, c'est sommet de départ. Et le P de S à S. Répéter, chercher le sommet, un sommet non fixé, de coût minimal. Une fois qu'on l'aura trouvé, on va mettre à jour le coût de ses successeurs en fait. Alors si le coût est le même ou bien plus grand, on ne met pas à jour. Mais en fait, si on trouve qu'un coût, le coût est minimal, on le met à jour. Voilà, et on refait le processus. Alors je rappelle que la complexité de cet algorithme c'est O de N2, mais on a vu qu'il est possible d'améliorer cette complexité en utilisant un tas minimal. Voilà. Maintenant, appliquant cet algorithme, alors j'ai les sommets qui sont numérotés de 1 à 6. Voilà. Je positionne donc le V, le tableau VA plus l'infini c'est au départ, hein, sauf que V du sommet de départ c'est 0. Et puis le tableau P, hein, j'initialise à 0, bien sûr, sauf P du sommet de départ qui est à 1. C'est lui-même en fait. Je prends le départ à partir de 1. Maintenant, de 1, je peux aller à 1, qui est déjà marqué en fait. Et je peux aller, je mets 1, hein, je prends le départ avec un coût de 0. Hein, coût c'est 0. De 1, je peux aller à 2 avec un coût de 17. Ici, voilà. Venons bien sûr de 1. Là, je mémorise d'où est-ce que je suis venu. Je peux aller aussi à 3 avec un coût de 8. Voilà. Voilà. Je suis venu de 1 avec un coût de 8. Je peux aller aussi à 4 avec un coût de 2. Voilà. Maintenant, je mets à jour aussi d'où est-ce que je suis venu. Hein, au sommet 2, 3 et 4. Je suis venu du sommet 1 ici. Voilà. Voilà. Et là, le minimal, le coût minimal, c'est au niveau du sommet 4. Donc, je mémorise 4 avec le coût, bien sûr, qui est le coût c'est 2. De 4, je peux aller à 4 lui-même, hein, marqué. Et le sommet 6 avec un coût de 15. Je peux aller au sommet 6 avec un coût de 15
Donc 15 plus 2, ça donne 17. 17 venant donc de 4. Ce n'est pas consommé encore au niveau de 2, donc je fais descendre le 17. Je mets à jour aussi d'où est-ce que je suis venu à 6, à partir de 4. Voilà, je mets à jour ici. Voilà. Donc ici, à 2, hein, 2 c'est je garde, d'accord. Donc je fais descendre. 8, ça bouge pas, je n'ai pas encore consommé. Et là, c'est l'infini. Alors, le minimum, ici, le coût minimal, ici, c'est au niveau du sommet 3. D'accord, je mémorise. Voilà. Hein, et le coût. Le coût, c'est 8. Alors, à partir de 3, voilà, à partir de 3, je peux aller où? Je peux aller à 2 avec un coût de 9. Alors, 9, 8 et 9, ça fait 17. 17 venant de 3. Mais j'ai déjà un 17, ça n'a pas changé. Donc, je garde. Hein? Donc, c'est pas inférieur, je garde. Donc, 17 va être gardé. Et puis, je peux aller de 3, je peux aller aussi à 3 avec un coût de 14. Je peux aller. Mais 3 est déjà marqué. Voilà. Ensuite, je peux aller à 6 avec un coût de 7. 7 plus 8, ça va faire 15. 15 venant de 3. Voilà. Maintenant, l'infini, ça reste. Et donc, je suis venu à 6 à partir de 3. Je mets à jour ici. Voilà. Je suis venu à partir de 3. Et je vais prendre le coût minimal ici. Le coût minimal, c'est 15. Donc, je vais mémoriser le sommet 6. Voilà, avec le coût 15. Alors, du sommet 6, je peux aller à 1 avec un coût de 5. 1 est déjà marqué. Je peux aller à 2 avec un coût de 1. Alors, 1 plus 15, ça va faire 16. Donc, 16 venant de 6. Donc, je mets à jour ici. Ici. Voilà. Et là, hein, partant du sommet 2, je ne peux aller nulle part en fait. Tous les sommets sont marqués. Et donc, je vais m'arrêter. Voilà. Ici, je vais m'arrêter. Et là, je n'oublie pas de mettre à jour aussi que je suis venu à 2 par 6. Maintenant, je mémorise les coûts. Voilà. Ici, hein, j'ai un coût de 16. Au niveau du 3, du sommet 3, j'ai un coût de 8. Au niveau du 4, je suis arrivé avec un coût de 2. Le seul sommet qui n'a pas été abordé partant de 1, c'est le sommet 5. Hein, j'ai un coût qui est infini ici. Donc, si je dois avoir les chemins de coût minimal, le chemin de coût minimal, c'est-à-dire si je suis arrivé à 6, je suis arrivé à 6 par le sommet 3. Voilà. Sommet 3, je suis arrivé par le sommet 1. Voilà. Donc, j'ai eu un coût de 15. Voilà. Je suis arrivé à 2, je suis arrivé à 2 à partir du sommet 6. À partir du sommet 6, je suis venu du sommet 3. 3. Et au sommet 3, je suis venu à partir du sommet 1. Voilà donc les chemins. J'ai eu un coût de 16 quand je suis arrivé à 2 ici. Là, ici, j'ai énuméré tous les parcours, hein, de coût minimal. Alors, partant de 1, je peux aller à 3, je peux aller à 6 avec un coût de 15. Et là, hein, à 2, je suis arrivé à 2 avec un coût de 16. Donc, en traçant le chemin inverse, là, je suis arrivé à 2 par 6. À 6, je suis arrivé par 3. Et à 3, je suis arrivé par 1. Voilà. Là, j'ai énuméré le chemin de coût minimal. Maintenant, 5, je ne peux jamais arriver à partir de 1 à 5. Voilà. Donc, voilà. En plus, 5, c'est un sommet isolé. D'où la question qui va suivre. Donc, donner la fonction qui permet de détecter si un sommet S est isolé ou pas. C'est ce qu'on va traiter. Alors, donc, voilà. Donc, nous avons pu avoir, à partir du sommet 1, le chemin de coût minimal. Voilà. Alors, allons-y pour la question suivante. En considérant le graphe, hein, représenté sous forme de liste chaînée d'adjacence, écrire une fonction qui permet de tester si un sommet donné, son paramètre est isolé. Alors, pour qu'un sommet soit isolé, comme on a vu le cas du sommet 5, il faut d'abord qu'il n'ait ni successeur ni prédécesseur. Là, on voit dans la figure ici,
c'est-à-dire que ici, il n'a pas de successeur. Je ferai S comme étant le sommet isolé. Alors, S n'a pas de successeur, mais il faut bien qu'il n'ait pas de prédécesseur. C'est-à-dire que je ne dois pas trouver S dans les listes, la liste des successeurs des sommets. Si je prends le sommet 1, je ne dois pas trouver S parmi ses successeurs. Si je me mets sur le sommet 2, je ne dois pas trouver S parmi ses successeurs. C'est-à-dire qu'il ne doit figurer dans la liste des successeurs d'aucun sommet. Voilà, je parcours tous les sommets pour vérifier si S y est ou pas. Si S y est, S ne sera pas un sommet isolé. Si S a un successeur, il ne sera pas un sommet isolé. Pour qu'il soit un sommet isolé, il faut qu'il n'ait ni successeur, c'est-à-dire qu'il doit avoir un nul ici, et qu'il ne doit figurer dans aucune liste de successeurs des sommets. Voilà, donc voilà, comme 5 par exemple, hein, on l'a ici. Il n'a ni successeur ni prédécesseur. Comme le graphe est représenté sous forme de liste chaînée d'adjacence, donc le code de la fonction, alors on prend le code de la fonction, alors on a le graphe et le sommet. Alors montrer ou vérifier, donc c'est logique, soit il est isolé, soit pas. Alors ici, normalement ici j'ai G point tête de S, c'est-à-dire ici, G point tête de S doit être un nul. Si G point tête de S est un nul, ça veut dire que le sommet n'a pas de successeur. Et on a dit que la condition pour qu'il soit isolé, il faut qu'il n'ait ni successeur ni prédécesseur. Maintenant, si G point tête de S est différent de nul, ça veut dire que ce n'est pas un sommet isolé déjà. On peut déjà conclure que ce n'est pas un sommet isolé. Par contre, si on est sur le cas où c'est nul, il faut voir s'il n'a pas de prédécesseur. Maintenant, pour voir s'il n'a pas de prédécesseur, il faut parcourir tout le tableau tête pour tous les sommets, vérifier s'il n'y est pas. Maintenant, s'il se trouve quelque part dans la liste d'un certain sommet, des successeurs d'un certain sommet, ça veut dire qu'il n'est pas isolé. Donc, je dois m'assurer, hein, je parcours tout le tableau tête. Donc, je vais faire une boucle de 1 à G.n, hein, sachant que G, c'est mon graphe. Voilà. Donc, N, c'est le nombre de sommets de mon graphe. Et je vais vérifier. Donc, je vais prendre déjà la première adresse, ici, hein, pour avancer en horizontal et chercher S. Si je le trouve, ça veut dire que mon sommet n'est pas un sommet isolé. Alors, je prends mon départ à partir de G.tête de I, hein, parce que je vais avancer dans tout mon tableau tête pour vérifier dans la liste des successeurs. Et donc, je prends un pointeur P qui va être initialisé à chaque fois au niveau de chaque sommet à l'adresse début des successeurs du sommet. Et je vais vérifier, tant que je ne suis pas un nul, c'est-à-dire je ne suis pas un nul, hein, normalement le dernier successeur il a dans son suivant un nul. Donc, je vais chercher, je vais tester si P flèche sucre est égal à S. Si je trouve ici S, par exemple, ça veut dire que je retourne faux. Ce n'est pas un sommet isolé. Si par contre, il n'y est pas, c'est-à-dire j'avance jusqu'au bout, hein, sur le sommet, et je continue toujours dans la boucle et je trouve qu'il n'y a pas de successeur qui vaut S, qui est égal à S, là je déclare que j'avance. Si je sors par cette boucle normalement jusqu'à ce que j'aurai épuisé à chaque fois jusqu'à nul, ça veut dire que je retourne vrai. Voilà. Donc si je tombe sur S, qui sera l'un des successeurs qui sera un successeur de l'un des sommets, I, ici, ça veut dire que je retourne faux. Mais si je continue normalement, à chaque fois le test me donne ce n'est pas égal, c'est différent, jusqu'à ce que j'aurai épuisé les I sommets, hein, jusqu'au N-ième, voilà, jusqu'au N-ième, et je ne serai jamais passé par là, c'est-à-dire je n'aurai jamais trouvé égalité, ça veut dire que je retournerai vrai. Et donc, mon sommet S est un sommet isolé. Donc, pour qu'il soit un sommet isolé, il faut déjà qu'il n'ait pas de successeur. Maintenant, s'il a
au moins un successeur, je retourne faux. Maintenant, s'il n'a pas de successeur, je ne suis jamais passé par là, il faut donc ensuite vérifier s'il n'est pas successeur d'un certain sommet. C'est-à-dire vérifier si S n'a pas de prédécesseur. Alors, pour vérifier s'il n'a pas de prédécesseur, c'est parcourir tout le tableau tête et tout pour chaque sommet, vérifier si S n'est pas parmi leurs successeurs ou son successeur. Donc faire une boucle de I à N pour vérifier que S n'y est pas parmi les successeurs d'un sommet I. Voilà. Et je vous remercie et vous dis à très bientôt.